Bonjour à tout le monde. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République togolaise, notre cher frère Robert Dussé. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Niger. Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Monsieur le haut représentant de la Commission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Misaël, Excellences, Mesdames et Messieurs les envoyés spéciaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, comme on le dit, en vos rangs, grades et qualités, et tout protocole observé. Naturellement, mes premiers mots seront pour exprimer les salutations cordiales et fraternelles de la délégation du Mali. Et en son nom, j'adresse nos sincères remerciements au gouvernement de la République togolaise pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse. Je transmets également l'appréciation de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, ainsi que du gouvernement de la République du Mali, aux plus hautes autorités du Togo, particulièrement pour leur implication personnelle à travers son Excellence Faure Essosimna Gnassingbé, président du Conseil, pour l'action qu'il mène au nom du Togo en faveur de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement de la région du Sahel, de toute l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique de façon générale. Je souscris entièrement à la déclaration qui a été prononcée par le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, pays assumant la présidence de la Confédération du Sahel, des États du Sahel. Et je voudrais, à titre national, faire quelques observations complémentaires à son intervention. Le Mali se réjouit de participer à la présente cérémonie consacrée au lancement de la stratégie Togo-Sahel qui illustre une nouvelle fois la volonté du pays frère le Togo d'adapter son engagement aux nouvelles réalités géopolitiques et sécuritaires en vue de renforcer la stabilité régionale, mais aussi la coopération entre les États du Sahel et ceux du Golfe de Guinée dans un environnement et un monde dans un environnement géopolitique et un monde en pleine mutation, j'allais même dire en plein basculement. Sur le principe, nous saluons cette initiative renouvelée du gouvernement togolais de poursuivre son action en faveur de la paix et de la sécurité sous-régionale, bien commun. Dans la démarche, il est heureux que les autorités togolaises aient fait le choix de l'inclusivité en associant les parties prenantes, particulièrement les États concernés à titre principal, non seulement à la présente cérémonie de lancement de la stratégie Togo-Sahel, mais aussi à sa mise en œuvre. Comme le dit un adage bien connu de chez nous, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. En effet, les piliers sur lesquels repose la stratégie appellent à une action concertée, cohérente et respectueuse de la souveraineté des États. La prise en compte des besoins des États et des peuples du Sahel. La prise en compte des attentes légitimes des populations et des défis que rencontrent les pays du Sahel contribuera à la résolution des crises auxquelles notre région fait face. Dans la substance, la stratégie Togo-Sahel s'inscrit en cohérence avec la vision de nos plus hautes autorités de parvenir au retour de la paix et de la stabilité dans nos États et dans la région du Sahel, dans un esprit de pragmatisme, de réalisme et de sagesse. Le premier mérite de cette stratégie est qu'elle émane d'un pays qui n'a eu de cesse de prôner, mais au plus important, de pratiquer le dialogue avec les pays du Sahel, en soulignant que leur situation de transition politique
ne saurait être le prétexte à leur relégation au second plan, dans certains cas à leur diabolisation. À l'évidence, ces pays du Sahel, nos pays du Sahel, vivent au quotidien et au prix de la quiétude, voire de la vie de nos populations, la crise qui leur est imposée. Car oui, cette crise n'est pas née au Sahel, nous le savons. Elle est la conséquence d'une succession d'événements, certes internes pour certains, mais aussi externes pour la plupart, à l'image de l'intervention malheureuse atlantique en Libye. Sans refaire l'historique de la crise sécuritaire au Sahel, il est nécessaire de parvenir à une compréhension commune de ce qu'est la menace terroriste, de comprendre ses causes profondes, d'identifier ensuite les éléments qui entretiennent le terrorisme, afin de mieux le combattre, et enfin, d'appréhender la crise de manière holistique, mais pas uniquement dans sa dimension sécuritaire, mais en intégrant également des aspects humanitaires, sociaux, économiques, institutionnels, de gouvernance, mais aussi des questions géopolitiques, géoéconomiques et géostratégiques, entre autres. Les chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État, inscrivent leurs actions nationales et leur action confédérale dans cette vision holistique qui tient compte de tous les paramètres des défis auxquels est confrontée notre région. C'est ainsi que la Confédération des États du Sahel fonde sa dynamique sur le triptyque défense-sécurité, diplomatie et développement. Les actions envisagées et celles menées répondent toutes à l'aspiration des populations à la paix, à la sécurité, au développement, y compris à travers, naturellement, une intégration renforcée. J'insiste à ce stade de mon propos sur le renforcement de l'intégration sous-régionale, car la Confédération des États du Sahel vise à favoriser une meilleure intégration, un meilleur brassage des populations, déjà liées entre elles par des relations naturelles, des relations historiques, des relations de fraternité, des relations culturelles et des liens géographiques que nous ne pouvons pas nier. Cependant, la coopération et l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest doivent désormais tenir compte de la reconfiguration géopolitique de notre région, marquée par la coexistence de deux entités qui doivent travailler ensemble dans le but de préserver les intérêts des populations ouest-africaines et promouvoir leurs aspirations à la paix et au développement dans un esprit de solidarité, de respect mutuel et de complémentarité. Les résultats tangibles enregistrés par la Confédération des États du Sahel depuis sa création le 6 juillet 2024 à Niamey, tant dans la lutte contre le terrorisme que dans le cadre de la coordination de l'action diplomatique que du développement harmonieux de notre espace, illustrent la pertinence des décisions prises par nos chefs d'État. La Confédération AES a su très rapidement s'imposer comme une réalité géopolitique incontournable de la sous-région et qui, en peu de temps, a noué des relations solides avec de nombreux partenaires internationaux. La coopération internationale, particulièrement la coopération sous-régionale, sont un atout considérable à l'atteinte de nos objectifs communs de paix et de sécurité. La coopération en matière de sécurité au plan régional exige cependant, il ne faut pas le nier, de considérer un certain nombre de préalables. Le premier préalable, c'est naturellement la création de la confiance ou la récréation de la confiance et la nécessité aussi
pour les États de la région, en tout cas certains États de la région, de cesser le soutien à des groupes terroristes ou l'utilisation de leur territoire pour déstabiliser les voisins. La coopération sécuritaire exige également de cesser d'accueillir des forces étrangères hostiles engagées dans des actions de déstabilisation ou de subversion des États voisins. La coopération régionale en matière de lutte contre le terrorisme exige également la nécessité de pouvoir avoir la même définition du terroriste ou des terroristes. Parce qu'aujourd'hui, la nature fluctuante de la lutte contre le terrorisme nous amène à constater que le terrorisme est désormais soutenu et financé par des États. Certains États de la région, d'autres États ou puissances extérieures à notre région. La construction de la confiance exige qu'on puisse avoir une analyse lucide de l'ensemble de ces éléments. Maintenant, en termes de solutions immédiates, il est évident qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un cadre unique qui nous permet de travailler dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, vu cette fragmentation et ces difficultés, l'absence de confiance. Dans un premier temps et de façon pragmatique, il est possible d'envisager des collaborations sur une base bilatérale là où c'est possible, là où il y a la confiance. Entre le Burkina aujourd'hui et le Togo, il y a le travail qui se fait avec le Ghana, avec d'autres pays, là où c'est possible. Et travailler plus tard à élargir la base de la confiance parce qu'on ne peut pas assurer la sécurité ensemble si nos pays ne se font pas confiance. Ça aussi, je crois que c'est un élément important que nous devons intégrer. Je reconnais et salue aujourd'hui la présence parmi nous de nombreux partenaires bilatéraux comme multilatéraux intéressés ou impliqués dans la lutte contre le terrorisme. La situation au Sahel a nécessité cependant un réajustement des interventions internationales, comme ce fut le cas dans mon pays, mais aussi certaines interventions régionales. Il existe à ce jour, comme l'a indiqué le ministre Jean-Marie Traoré, de nombreuses stratégies au Sahel qui fondamentalement visent le même objectif, celui de la labellisation, celui de la stabilisation de la région, mais aussi avec des approches et des méthodes différentes. M'exprimant en qualité de représentant officiel d'un État concerné à titre principal sur cette question, je crois utile d'insister à nouveau sur l'importance, lors des interventions internationales et régionales, de placer la vision, les choix, notamment les choix politiques, les priorités, les attentes et les préoccupations des principaux concernés au centre de toute intervention. Comme je l'ai indiqué, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence, encore une fois. Nous veillons ainsi, d'une part, à l'implication nationale essentielle au succès de toute initiative extérieure et d'autre part au respect de la souveraineté des États. Les interventions de nos partenaires doivent soutenir l'action gouvernementale des États du Sahel, plutôt que de tenter de se substituer à nos États. Cela est d'autant plus nécessaire que les stratégies portent dans de nombreux cas sur des domaines sensibles, comme ceux de la gouvernance politique dans nos pays. Les interventions extérieures gagneraient ainsi à être davantage en cohérence avec la vision locale, dans le cadre d'une complémentarité institutionnelle, pragmatique et respectueuse. Les interventions extérieures doivent tirer les leçons et tenir compte des limites, voire dans certains cas des échecs du passé. Elles doivent sortir des modèles qui imposent et qui perpétuent la dépendance. Nous devons innover et tendre vers des modèles et des approches endogènes, comme c'est le cas de l'AES, des approches qui soient plus soutenables et qui valorisent surtout le compter sur soi, et le développement d'une autonomie stratégique, tout en restant ouvert naturellement à des partenaires extérieurs s'inscrivant dans cette dynamique. Et le ministre Kramogo Jean-Marie a insisté sur cette question. Tout ce qui est fait, nous ne sommes pas aujourd'hui dans des approches de dire que nous venons tendre la main pour que les gens viennent faire les choses à notre place. Mais aidez-nous, soutenez-nous dans ce que nous sommes en train de faire. Et nous voulons le faire en nous fondant sur nos capacités, sur les investissements que nous devons faire et que nous sommes en train de faire pour assurer la sécurité dans nos pays, mais aussi
en ne présentant pas seulement nos pays comme des problèmes. Parce que le Sahel aussi, peut-être quelque part, est victime de sa richesse, de ses potentialités, de sa jeunesse, de son espace. Même le Sahel que personne ne voit aujourd'hui regorge de ressources en eau souterraine extrêmement importantes qui, pour les 30-50 prochaines années, vont constituer des richesses immenses, des minéraux stratégiques dont regorge cette région. La jeunesse de sa population. Donc quand nous parlons de tout ça, ne nous focalisons pas sur quelques attaques terroristes, mais essayons de prendre du recul et de voir comment travailler dans le cadre des capacités de nos pays. Donc plus que de nouvelles ressources, encore une fois, travailler avec le Sahel, j'insiste sur ça, et non sur le Sahel ou dans le Sahel, comme si on était à la tête, au chevet d'un patient. Donc travailler avec le Sahel exige un nouvel état d'esprit. Il exige aussi le courage de se remettre en question avec sincérité, avec respect, avec un sens élevé de l'écoute, comme le pratique aujourd'hui le Togo, mais aussi avec un sens de l'immunité. Personne n'a la science infuse. Et les populations qui vivent les problèmes sont les PhD de leurs problèmes. On ne peut pas venir leur enseigner des problèmes. Donc écoutons-les et essayons de les accompagner. Pour terminer, je crois que je suis dans les 10 minutes de Robert. Pour terminer, j'aimerais partager avec vous les réflexions conclusives sur 3 points essentiels, 4 points probablement. Le Mali soutient les initiatives sincères en faveur du Sahel. Le mot-clé sincère signifie que, à l'instar du Togo, nous souhaitons que tous nos partenaires comprennent que la Confédération des États du Sahel veille à la souveraineté de ses États membres et veille également à éviter toute ingérence intérieure dans la gestion de nos pays. 2. Les initiatives internationales ne doivent pas se substituer à l'action des États concernés, mais devraient plutôt s'inscrire dans et compléter les efforts nationaux, en l'occurrence les actions de la Confédération des États du Sahel. 3. En raison de leur nombre élevé, cela a été suffisamment souligné ici, mais aussi de l'absence de coordination des stratégies, du décalage entre les stratégies et la réalité sur le terrain, il est important de veiller à une cohésion, à une articulation entre les stratégies pour éviter la fragmentation des approches. Mieux, il faut tout simplement un alignement sur les choix et les priorités des acteurs concernés. Je crois que c'est la meilleure coordination qui puisse exister, notamment les acteurs étatiques concernés. 4. La coopération sous-régionale et régionale est indispensable au succès de la lutte contre le terrorisme, comme je l'ai indiqué, avec les préalables qu'il faut. Toutefois, il est primordial pour cela de rétablir la confiance entre les différentes parties prenantes, notamment entre tous les États de notre région, dans un esprit de sincérité, dans un esprit de transparence, dans un esprit de solidarité, mais aussi dans un esprit d'intérêt commun. Car en définitive, nos destins, le destin de nos peuples sont liés et nous sommes condamnés à vivre ensemble dans le même espace que nous appelons Afrique de l'Ouest. Je vous remercie de votre attention.